Alors cette période transitionnelle est censée nous mener vers l'apaisement, vers la démocratie, vers la réconciliation, les respects du droit de l'homme, avec un H majuscule, la réconciliation, la garantie de non-retour vers l'oppression, vers un développement social durable. Alors, c'est ça le concept de l'époque transitionnelle. Et comme vous le savez, et sans entrer dans les détails que tout le monde suit à travers la réalité, à travers l'actualité, je crois que dans ces 2 dernières années, la Tunisie présente plutôt une société qui est en pleine fracture, qui se casse. La société présente des lignes de fracture et paradoxalement, c'est autour de la femme et également de l'application de la charia que se constituent ces fractures, alors que la femme dans notre société est la mère nourricière, c'est l'épouse bienveillante, c'est la mère. Alors comment se fait-il qu'un discours aussi violent puisse se développer dans une société arabe considérée comme étant la plus moderne dans le monde? Une discordance entre le discours et les lois qui risquent d'être installées et la réalité de la société. En d'autres termes, le politique va être en arrière par rapport à la société. Et c'est une situation absolument incroyable pour une époque post-révolutionnaire. Donc, à mon avis, tous ces questionnements et tous ces dysfonctionnements méritent que l'on s'y attarde. Alors, je suis historienne et je crois que je vais un petit peu donner la part belle à l'histoire pour poser des questions en me disant, est-ce que la Tunisie ou la femme en Tunisie a-t-elle une spécificité par rapport au reste du monde arabe? D'où vient cette spécificité? Par quoi elle s'exprime, etc. Alors, comment, aujourd'hui, dans l'opinion publique, comment se pose le problème de la femme, de l'émancipation de la femme, de ses droits, etc. Comment la question est-elle posée à l'opinion publique? Et alors, pour ne pas répéter un petit peu ce qui se dit, nous suivons tous l'actualité, etc., j'aimerais bien soumettre à votre réflexion, en fait, une manière d'aborder le problème en dehors de la passion et des violences qu'elle est en train de susciter. Nous sommes en ce moment dans une phase extrêmement violente, et vous avez vu le nombre de viols, etc., qui est quand même une expression extrême de la violence à l'égard des femmes. Y a-t-il moyen de poser ces questions tout en étant un petit peu plus apaisé et moins passionné? Et pour ce faire, moi, je convoquerai un petit peu ma discipline, il y a une formation, c'est-à-dire l'histoire. Et est-ce que l'histoire peut apporter justement une contribution à ce débat? Alors, comment est présentée cette société aujourd'hui? Elle nous est présentée comme une société coupée en deux, Amel vient de le dire. C'est-à-dire, d'un côté, donc, les modernistes, les rationalistes, voire les mécréants, qui seraient favorables au statut à l'émancipation de la femme, et entre autres au code du statut personnel. De l'autre, les adversaires, plus favorables à l'application stricte du droit islamique, et qui seraient, évidemment, qui sont les producteurs de ce discours réactionnaire et violent à l'égard des femmes. Alors, la question que je me pose, en quoi cette fracture et cette division reflètent-elles une réalité sociale? Est-ce que réellement notre société présente cette coupure? Ou peut-être, et c'est la position que je défends, la question de la femme, de son statut, etc., ne sont qu'un alibi, finalement, pour exprimer plutôt des divisions politiques. Donc, on n'est pas dans une divergence sociale, on n'est pas dans une fracture sociale qui serait grave, on est plutôt dans un discours politique qui se cache et qui prend un alibi, le statut de la femme, alors que l'on pose évidemment du point de vue du sacré, et que dans ce conflit aujourd'hui, la part belle est donnée aux islamistes, entre guillemets, puisqu'ils sont les défenseurs du discours sacré, de la religion, etc. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire que, en ce moment, ils apparaissent comme étant des gagnants, entre guillemets, je m'en ai gagnants, c'est-à-dire que on a du mal finalement à entrer en litige contre la religion, surtout dans une opinion publique qui n'est pas toujours avancée, etc.
Et moi, je vais dire que c'est presque un retour de balancier. C'est-à-dire qu'en 1956, justement, quand le code du statut personnel a été mis en place, ce sont les traditionalistes et les islamistes qui ont dû fermer un petit peu à qui on n'a pas donné la parole. Donc, en gros, on est dans une espèce de basculement, on est dans un retour de balancier, et aujourd'hui, il se venge. Alors, il se venge par un discours extrêmement violent, un discours d'ailleurs qui n'est, à la limite, qui n'est pas acceptable, parce qu'il est bien en retard par rapport à ce qu'on appelle la percée, ou l'avancée de la femme. Et la question également qui mérite, est-ce que le retour en arrière est envisageable? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre les femmes dans les maisons? Alors, vous suivez tous donc ce débat, et parfois les débats sont complètement surréalistes. Qui peut penser qu'en 2013, on peut poser le problème de l'excision des femmes? À mon avis, ce n'est qu'une diversion, peut-être, pour nous éloigner des vrais problèmes. Alors, qui sont les représentants de ces deux tendances? Les modernistes, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce sont un petit peu d'abord des hommes et des femmes, des associations féminines, mais même les hommes, autour de nous, nos pères, nos frères, nos maris, etc. Enfin, eux-mêmes sont ahuris et scandalisés par ce discours extrêmement réactionnaire. Et eux aussi ont peur, justement, que ce code du statut personnel, qui apparaît comme une avancée certaine, soit remis en question. Et la question se pose. Dans l'Assemblée constituante, aujourd'hui, on est en train quand même d'essayer un petit peu peut-être de revenir au moins sur certains points du code du statut personnel. Alors, les adversaires maintenant de cette modernité, on peut les diviser en deux. Alors, tous ceux que l'on voit s'exprimer sur les plateaux de télévision, sur la presse, etc., si on était dans un fonctionnement normal des institutions, beaucoup de ces personnes seraient aujourd'hui poursuivies en justice. Parce que le discours qu'ils tiennent, c'est de la pédophilie, c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans un état de droit. Mais malheureusement, on leur donne la parole. Donc, à mon avis, ces gens-là, moi, je refuse totalement de dialoguer avec eux. Ce sont des provocateurs. Ce sont des gens, à la limite, des mercenaires que l'on paye pour faire diversion. Parce que les vrais enjeux, à mon avis, ce n'est pas l'excision des femmes. Ce n'est pas la burqa. Ce sont des problèmes qui ne sont pas du tout en adéquation avec une réalité sociale beaucoup plus avancée. Donc, cela, à mon avis, il ne vaut ni la peine de discuter avec eux, ni de les écouter. Et pourtant, j'appelle au dialogue. Mais le dialogue se fait avec des gens, dans un discours audible, en silence. Alors, par contre, il y a évidemment l'Assemblée constituante. Là, c'est un lieu où il faut discuter. Et donc, c'est à nos députés, femmes et hommes, peut-être de tenir bon. Et peut-être aussi de développer le discours, alors peut-être pas tellement sur la femme, à la limite, que sur la Constitution, que sur les principes généraux de la Constitution, contre la discrimination, contre le respect de l'intégrité physique. Les vrais principes constitutionnels qui vont s'appliquer plus tard, aussi bien aux hommes que aux femmes. Le vrai débat, c'est justement sur la Constitution.